Après les témoignages poignants de ces femmes qui ont réussi à se délivrer de l'emprise de leur conjoint qui cherchait à les détruire, nous allons essayer d'en savoir plus avec mes invités sur ceux qu'on appelle les pervers narcissiques et leurs victimes. Alors, il faut dire que depuis quelques années, le pervers narcissique est partout. Il fait la une des hebdomadaires, il envahit le rayon développement personnel et librairie, il investit des blogs, des forums, les réseaux sociaux. Nous croyons tout savoir sur le sujet au risque de confusion, d'amalgame et surtout d'oublier le réel danger vécu par les personnes victimes de ces comportements déviants et mortifères. Avec nous ce soir, Chantal Paoli-Texier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente et fondatrice de l'association AJC, une association de défense des droits des victimes de violences morales familiales. Un engagement qui a été suscité par un drame personnel, le suicide de votre frère. Oui, mais je ne suis plus présidente, je ne suis que la responsable. D'accord, mais c'est pas grave, vous pouvez rester quand même, il n'y a pas de souci. Donc votre frère, c'est en 98 ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en 98, mon frère s'est suicidé. Et c'est là que j'ai pris conscience que ce qu'il vivait depuis des années, c'était de la violence conjugale. De la part de sa compagne ? De la part de sa compagne, mais une violence qui était totalement invisible et insidieuse. On avait bien noté certaines choses dans la famille. Par exemple ? Des petites humiliations, des petites remarques, des petites réflexions blessantes. Faites devant tout le monde ? Ah oui, oui, oui. Ou en aparté. Oui. Directement à nous. Ah, mais ton frère, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci, etc. Mais je n'avais pas compris l'ampleur du drame qui était en train de se profiler et de ce qui était en train de se passer dans sa tête et dans son âme. Et vous aviez essayé d'en parler avec lui ? Oui, 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 parce que au moment où il s'est suicidé, il était en train de divorcer. Et on a... heureusement pour moi, parce que sinon je crois que j'aurais eu du mal à digérer sa disparition, on a eu l'opportunité de beaucoup parler de tout ça, de tout ce qui se passait, mais pas en mettant des mots de violence conjugale dessus, non, parce que c'est justement trop pernicieux et trop invisible. Il n'y avait pas de violence physique, il n'y avait que de la violence psychologique ? Oui. Et du coup, le but de votre association, c'était quoi ? De donner la parole justement aux victimes ? Quand elle a été créée en 99, donc un an pratiquement après la mort de mon frère, c'était pour créer une cellule d'écoute. C'était une cellule d'échange entre victimes et de soutien pour les victimes. Et puis il y a une telle demande d'accompagnement et de solutions que nous avons développé la partie accompagnement. On va voir voilà. On verra durant l'émission justement ce que vous faites, exactement ce que vous proposez. Yvonne Poncet-Bonisol, bonsoir. Bonsoir Marina. Vous êtes psychoclinicienne, auteure de ce livre « Pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille », c'est aux éditions d'Angle. C'est important de dire que la violence morale, ça n'est pas l'apanage des hommes, en l'occurrence, comme ce cas. Alors ça se conjugue au masculin comme au féminin. Je suis ravie que Charles soit à nos côtés. Il va nous raconter son histoire. Il va nous raconter son histoire parce que on oublie souvent, on pense que c'est seulement les femmes qui sont victimes de violences morales. Eh bien non, souvent les hommes, quand ils sont finalement sous l'emprise d'une femme qui est souvent hystérique perverse, parce que je crois qu'il faut la perversion narcissique, et je pense que Madame Irigoyen le dira fort bien, c'est une défense contre un effondrement. Et psychique, c'est une forme de... On est à l'articulation entre la psychose, enfin on verra ça plus tard, mais les hommes sont vraiment pas préparés à ce genre de rencontres et ils sont comme envoûtés, tout comme les femmes, mais ils sont envoûtés et ils ne peuvent pas s'en sortir aussi aisément. Et on imagine que c'est encore plus difficile pour eux d'en parler. Voilà. Il est difficile quand même de savoir combien de pervers narcissiques sévissent dans les familles. Hein. On parle de 2 à 3% de la population, parfois on parle de 10%. C'est plus près de quoi, on le sait ? On a des statistiques, on a quelque chose ? Moi, je dirais que ce serait presque 4 à 5%. Mais ils sont nombreux, et c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on en voit partout. Alors, je crois qu'il faut plutôt parler de déviance narcissique, de la toxicité du lien. Et je crois que c'est là où on trouvera des choses très intéressantes, parce qu'il n'y a pas que les pervers narcissiques qui sont toxiques. Il y a les maniaco-dépressifs, les hystériques perverses. Donc, je crois que c'est la déviation du narcissique qui fait mal. Charles, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être là. Merci beaucoup de témoigner. On imagine que c'est pas facile, c'est très important effectivement pour les victimes. Vous avez vécu pendant près de 15 ans une maltraitance morale de la part de votre compagne. Et on s'est rendu compte en préparant le débat qu'il était presque encore plus difficile pour les hommes que pour les femmes de raconter ce qu'ils ont subi. C'est ce que vous sentez aussi, que c'est extrêmement difficile en plus parce que vous êtes un homme ? C'est très difficile pour un homme de venir témoigner naturellement par rapport à ça. Maintenant, moi, j'ai décidé en fait de ne pas subir, de comprendre. Et voilà, j'ai fait certaines démarches sur le net ou via des associations. Mais bon, il faut dire que
Il y a très peu d'associations qui s'occupent de cette problématique, et surtout pour les hommes. C'est surtout pris en considération pour les femmes. Et voilà ma démarche, tout simplement. Si je peux aider d'autres hommes à pouvoir parler de ça, mais pourquoi pas, voilà. C'est un peu la démarche, ma démarche personnelle. Et puis, naturellement, pour moi-même aussi, naturellement. Il y a dans le documentaire des témoignages où vous vous êtes retrouvés. Je me suis retrouvé dans chaque personne, en fait, Ouais. avec certains comportements que ces femmes décrivaient. Mais il y a certainement un témoignage, par exemple, c'est Sylvie qui parle d'une péritonite. Oui. Ben, moi, j'ai eu une péritonite aussi. Et pas pendant prise en cette- charge, pas... Pas prise en charge, c'est-à-dire, voilà, donc la péritonite s'est déclarée, puis ma compagne me disait d'aller chez le médecin. J'ai été chez le médecin traitant. Et de là, donc, il m'avait donné de la morphine. Il pensait que j'étais coincé de nerfs ou d'un muscle. Donc, j'ai pris de la morphine quelques jours. Donc, le mal passait. Il a-t-il préoccupé de vous, votre compagne, à ce moment-là? Du tout. Ouais. Du tout. Et donc, un samedi, donc, en semaine, ça allait quand je travaillais. Donc, ça se déclarait, mais j'allais contre, puisqu'avec le travail et tout ça, la fatigue, je dormais. Et puis, le samedi soir, j'avais vraiment... vraiment cette péritonite qui était en train de m'envahir corporellement. Et puis je lui ai demandé pendant la nuit, amène-moi aux urgences. Il m'a dit, mais non, attends, tu fais de la comédie, reste là, ça va passer. Et puis j'ai traîné ça pendant 2 semaines. Et alors le samedi, 2 semaines après, je me suis réveillé vraiment en sursaut. Je sentais qu'elle m'avait, enfin, j'étais envahi au niveau du corps, d'une inflammation. Je l'ai réveillée parce que j'étais à moitié paralysé aussi, c'était du côté gauche surtout. Et elle m'a dit non, débrouille-toi, vas-y toi-même. Donc non-assistance en personne en danger. Vous êtes allé par vos propres moyens à l'hôpital? Voilà, je ne sais pas comment je suis arrivé. À une demi-heure, 1 heure près, je crois que normalement je serais mort. Vous vous avez opéré, elle vous a rejoint là quand même à l'hôpital? Non, elle ne m'a pas rejoint. D'accord. Elle est revenue le lendemain. Et elle s'est excusée de ne pas être venue, de pas... Même pas. Même pas. On va continuer votre histoire. Marie-France Irigoyen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, dès 98, avec ce livre, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, publié par les éditions Syros, La Découverte. Vous aviez alerté le grand public sur les effets destructeurs des pervers narcissiques sur le psychisme de leurs victimes. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler, parce que c'est vrai, je disais, on le met un peu à toutes les sauces aujourd'hui, pervers narcissique. Oui. Ça a quand même une définition et un contexte bien précis. C'est quoi? Oui, alors, la perversion narcissique, c'est un complexe, c'est un concept psychanalytique qui recouvre qui renvoie à des définitions psychiatriques. Si ce n'est pas répertorié dans les classifications des maladies mentales, c'est parce que c'est psychanalytique et que maintenant on dépend des Américains et qu'ils ne veulent pas que l'on utilise ce genre de concept. Au fond, un pervers narcissique, c'est d'abord quelqu'un qui est narcissique, à une époque où il y a de plus en plus de narcissisme, mais qui en plus a un fonctionnement destructeur qui consiste à vampiriser l'estime de soi de l'autre. Destructeur vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de l'autre. C'est un narcissique parce que, au fond, c'est quelqu'un qui a une très mauvaise image de soi et qui se grandit aux dépens de l'autre. Et pour ça, il a besoin d'abord de choisir une proie. La proie étant quelqu'un de bienveillant, ayant des qualités qu'il aimerait s'approprier. Et ensuite, comme bien sûr ça ne marche pas, il a besoin de détruire le narcissisme de l'autre. Ce qu'on voit bien dans le reportage, puisqu'on voit bien qu'il y a d'abord une phase de séduction, puis ensuite il y a cette phase où la personne est disqualifiée et que au fur et à mesure ça devient de plus en plus violent. Au point que la proie, la personne qui est ciblée, n'a pas d'autre moyen que de se soumettre.
Et c'est pour ça que c'est très difficile de quitter quelqu'un qui fonctionne Et c'est quoi la de cette différence façon. C'est quoi la différence avec un manipulateur? Manipulateur, c'est un terme qui a été rajouté parce que c'est vrai qu'on met la perversion narcissique à toutes les sauces. Et je crois que c'est un terme qui a été rajouté pour essayer de faire passer des fonctionnements pervers qui ne sont pas forcément pervers narcissiques. C'est-à-dire que les pervers narcissiques sont manipulateurs, mais les manipulateurs ne sont pas forcément pervers narcissiques. Voilà. Oui, On manipule tous nos enfants pour leur faire manger quelque chose qu'ils n'aiment pas ou prendre un médicament, etc. Donc, ce qui est important, c'est de repérer que le narcissisme, c'est une chose, la perversion narcissique, c'est autre chose, et on peut avoir des réactions, des défenses perverses narcissiques dans une situation où, par exemple, on est en danger. Donc, il ne faut pas mettre... ceux qui sont dangereux, ce sont ceux qui sont structurellement pervers narcissiques. Charles, on a entendu à travers les témoignages qu'au départ, la relation de couple est absolument idyllique. C'est un peu le prince charmant dont on rêve. Lorsque vous avez rencontré cette femme, vous êtes veuf, vous avez un premier enfant. Ça a démarré comme un conte de fées? Ça a démarré comme un conte de fées. C'est-à-dire, c'était vraiment... J'ai été sous l'emprise de la séduction. Une très belle femme... tout de suite, elle voulait se mettre en ménage avec moi. 3 mois après, elle était déjà enceinte du premier enfant. 11 mois après, il y a eu le deuxième. Après ça, naturellement, elle s'est occupée, puisqu'on en avait 2, elle s'est occupée des enfants à la maison pendant les 5-6 premières années. Et puis, naturellement, ils sont rentrés à l'école. Et puis, un événement qui s'est passé, c'est que, naturellement, elle avait eu une prise de poids pendant cette période-là. Elle était devenue en fait boulimique morbide. Donc en fait, elle mangeait énormément et de tout, sans regarder au niveau qualité, quantité. Et donc après ça, moi j'ai essayé de la remotiver pour retrouver un travail, pour se sociabiliser de nouveau. Et puis donc après ça, on a eu une première séparation. Alors à partir de quand les humiliations, cette violence psychologique est arrivée? Alors ça, c'est dans la deuxième phase. Donc en fait, si vous voulez, on s'est séparés 1 an. Et puis pendant 1 an, c'était plein de menaces, plein d'humiliations par SMS, au téléphone, via les enfants. Enfin, c'est là que ça a vraiment commencé. Mais c'était encore, on n'allait pas jusqu'aux insultes et des choses comme ça. Alors qui a décidé de revenir? Mais c'est moi qui suis revenu. Donc en fait, elle m'a demandé, un jour je suis arrivé bêtement pour chercher les enfants. Elle me dit, ils sont chez ma mère, rentre prendre un thé, je dois discuter avec toi, alors qu'elle avait été infirme pendant 1 an. Et là, je suis retombé dans le panneau, j'ai re-signé pour 7 ans après. Et là, ça a été crescendo? Et là, c'est reparti crescendo, oui. Donc là, on est passé vraiment... Donc en fait, j'ai été habité dans sa maison. C'est vous qui avez choisi ou c'est elle qui vous a demandé? C'est elle qui m'a imposé. Ah, qui a imposé, d'accord. Elle m'a demandé de venir vivre chez elle, qu'elle ne voulait pas revenir dans la maison où on était avant. Oui. Donc j'ai été chez elle, donc, avec ma fille de mon premier mariage, qui a 24 ans aujourd'hui. À l'époque, elle en avait 18. 17, pardon. Et puis, dès que la petite était devenue majeure, donc 18 ans, elle l'a foutue dehors. Et vous avez accepté? J'étais dans un étau entre mes 2 garçons qui ont 14-15 ans maintenant, 7-8 à l'époque, et ma fille. Et donc, je me dis que ma fille était majeure, que mes plus petits avaient peut-être besoin de moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai trouvé une solution avec ma fille pour qu'elle loue un appartement, pour qu'elle s'installe, pour être meublée. Et ces humiliations, ça concernait quoi? C'était comme ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que vous étiez sous emprise permanente? Il fallait que tout soit parfait en permanence? Exactement. C'est-à-dire, moi, je m'occupais du ménage parce qu'elle est indépendante, donc esthéticienne, donc elle travaillait très tard, jusqu'à 9h30, 10h. Et donc, comme elle rentrait tard, moi, j'allais chercher les enfants à l'école, j'allais aux activités sportives, je les faisais étudier, je préparais à manger, je m'occupais du ménage. Voilà, j'étais devenu un esclave. Et c'était jamais bien. C'est-à-dire, des fois, je mettais un plat à table,
Bon, elle goûtait, c'était trop salé ou trop poivré, ben, elle ne mangeait pas. Ou alors elle allait dans le micro-ondes pour voir. Des fois, bon, au début, je mangeais avec elle, je l'attendais le soir. Donc moi aussi, j'ai eu une prise de poids parce que je mangeais tard. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que après, bon, on commence à ne plus avoir envie d'attendre. Ouais. Et puis, on se retrouve dans une situation où on a des reproches. Tu m'attends plus pour manger. Mais là, vous pensiez quoi? Vous vous rendiez compte de la situation dans laquelle vous étiez? Ou c'était trop... En fait, elle soufflait le chaud et le froid en permanence. C'est-à-dire que les moments étaient très agréables? Très désagréable et très agréable des fois. C'est-à-dire on avait des bons moments, il ne faut pas non plus dire que tout était mauvais. Mais elle était bipolaire, c'est-à-dire sur un quart d'heure de temps, elle pouvait passer de la gentillesse à la foudre. C'est très spécial comme comportement. Pourquoi c'est tellement difficile de reconnaître une personnalité narcissique quand on est sous l'emprise, quand on est dans cette histoire-là? D'abord, on est embarqué par l'emprise. C'est pas quelque chose qui se met en place. La destructivité ne se met pas en place d'un coup, parce que sinon on réagirait. Il y a Charles l'a très bien dit, il y a des alternances de gentillesse et d'insultes ou de dénigrement. Et au fond, comme ça se met en place progressivement, on se laisse embarquer. On a l'impression que c'est passager. Avec mon amour, ça va s'arranger. Oui, mais ça doit être parce que il y a des problèmes au travail. Ça doit être parce que j'ai... Et on se culpabilise, c'est-à-dire j'ai dû faire quelque chose qui a fait que il ou elle est comme ça. Surtout qu'à l'extérieur, il présente bien. Et alors, le propre de justement ce qui est pervers, c'est que ce sont des personnes qui sont séduisantes et qui, à l'extérieur, ont besoin de donner une très bonne image d'eux-mêmes. Et c'est toute la difficulté. Et à partir du moment où on est embarqué là-dedans, plus ça dure et plus c'est difficile d'en sortir. Et c'est le phénomène d'emprise dont on parle, mais ce phénomène d'emprise, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, avec aussi un mode de communication que j'avais appelé une communication perverse, c'est-à-dire cette communication, ça consiste à ne jamais vraiment dire les choses telles qu'elles sont, à manier le paradoxe, dire une chose, le contraire, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne cherche même plus à comprendre, on devient passif. On n'arrive plus à se dire, c'est pas normal ce qui se passe. Alors, c'est justement toute la difficulté, parce que le processus même de violence psychologique fait qu'on ne distingue plus ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. En thérapie, une des premières choses que l'on fait avec des personnes qui ont été victimes, c'est d'arriver à leur poser la question, est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est normal ce que l'on vous fait? Et très souvent, quand on parle, la personne parle d'elle-même, elle dit oui, mais pourquoi pas? Oui, mais... Par contre, si on le voit sur quelqu'un d'autre, par exemple sur un enfant, là, on peut se dire que c'est pas normal de traiter l'autre comme ça. Et c'est vraiment la difficulté. On se dit juste que votre frère, pour qu'il en arrive au suicide, et au suicide réussi, la souffrance devait certainement être énorme, mais que peut-être aussi il se disait qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal et qu'il n'a pas pu l'exprimer, pas pu le... Je pense qu'il y a un côté très hypnotique dans ces relations-là. De la part de l'auteur, femme ou homme, vis-à-vis de la victime. Et c'est vrai que les victimes, comme disait Madame Irigoyen, sont entraînées, sont engluées dans un processus qui les dépasse complètement. Et il y en a une qui le dit très bien dans le reportage, elle dit j'espérais retrouver l'homme du début. Il y a ce côté-là aussi, oui, mais il y a des temps de bonheur. Donc pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ces temps de bonheur? Admettre qu'on s'est trompé et que tout ce qu'on a construit, en fait, c'est une erreur. Paradoxal chez mon frère, c'est qu'il s'était rendu compte qu'il avait fait erreur et qu'il était dans un processus de séparation, mais que ça restait, il restait quand même soumis
par rapport à ces demandes. Par exemple, une des demandes qui avait été absolument inacceptable, c'est qu'elle voulait récupérer tout son argent, donc non seulement une pension pour les enfants, mais une pension pour elle, une assurance vie, enfin bref, tout. Résultat, il lui restait 100 € quoi, pour vivre. Et pour elle, c'était normal. Et lui disait, mais moi, je veux la paix, mais je signe. Et moi, je lui disais, mais non, tu signes pas, c'est de la folie. À l'époque, je n'avais même pas encore monté l'association, je ne savais même pas encore juridiquement ce qu'il en était. Mais d'instinct, je lui disais, tu ne peux pas signer. Mais ils sont prêts à ça parce que à un moment donné, c'est trop. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais parfois, il faut que ça s'arrête effectivement dans la mort. Yvonne Ponsaboni-Sol, est-ce qu'il y a un profil type de ces personnalités perverses narcissiques? Oui, alors comme on l'a décrit, c'est vrai qu'ils sont charismatiques, ils sont envoûtants et ils sont tels des gourous. Dans un premier temps, ils se posent en sauveurs et donc ils rencontrent leurs proies qui sont fragilisées. Peut-être vous avez été fragilisé par votre veuvage. En tout cas, il y a toujours une fracture qui fait qu'ils vont s'engouffrer, ils vont repérer très vite leur proie. Donc ils sont effectivement charismatiques, sauveurs, héros, et ils sont toujours héroïques et avant d'être bourreaux. Donc le profil type, c'est vrai que c'est toujours cette forme de séduction et on peut dire qu'ils ressemblent globalement tous à des gourous. Et la femme, généralement, elle est très belle, elle se veut parfaite et pour elle, rien n'est trop beau. C'est-à-dire qu'elles s'habillent avec des marques, elles ont besoin d'avoir tout ce qu'il y a de plus top au niveau de la nourriture. C'est pour ça qu'elles ne supportaient pas ce que vous lui présentiez pour le dîner. Et aussi, c'est très très important ce que dit Madame Paoli-Texier, c'est qu'ils s'investissent comme propriétaires de tout. Donc l'argent pour eux, c'est quelque chose de très important. Ils veulent absolument tout et vampiriser non seulement l'identité de l'autre et l'énergie de l'autre parce qu'ils sont des vampires psychiques, mais ils veulent les dépouiller de tout. Et il y a un plaisir à ça? Alors, il y a une forme de jouissance. La jouissance, c'est parce qu'il y a une forme de haine. Il y a une haine d'eux-mêmes qu'ils externalisent et cette haine qu'ils externalisent font qu'ils ont une jouissance à détruire parce qu'au fond, leur externalisation de leurs propres problématiques, ça donne une forme de jouissance. Est-ce que, Charles, dans le passé de votre compagne, vous avez retrouvé quelque chose qui pourrait, je ne dis pas excuser du tout, mais expliquer un peu son comportement? Est-ce qu'elle vous a dit des choses qui vous permettent de comprendre comment elle a pu en arriver là? Je pense qu'elle n'a pas conscience qu'elle en est là. Ces gens n'ont pas conscience, en fait, de ce qu'ils font. Donc moi, j'ai eu des discussions en fait avec elle parce que quand on fonde un ménage, un couple, et on apprend naturellement certaines choses de la personne avec qui on vit. Elle a toujours été très discrète sur son passé. Voilà. J'ai décelé peut-être des choses qui sont peut-être difficiles à dire aujourd'hui, peut-être, mais je pense que c'est dû à son enfance. Oui. Je pense qu'elle a il s'est passé quelque chose dans son enfance qu'elle n'a pas pu se construire après et qui fait qu'en fait, elle a toujours été à l'image de ses deux parents sans vraiment se construire elle-même, en fait. Donc, on ne naît pas pervers, on devient pervers avec les événements de la vie ou on est pervers? C'est toute la difficulté. C'est compliqué. On ne naît pas pervers, mais on va dire que l'environnement familial peut amener de la perversité. Au fond, c'est d'abord un problème de narcissisme. Le narcissisme se construit dans les premières... Le narcissisme normal se construit dans les premières années de la vie, dans la relation avec les parents. Si le parent ne laisse pas n'apporte pas des choses positives à cet enfant peut, à ce moment-là, se bloquer à une certaine phase de sa construction identitaire. Et à partir de là, il va chercher une revanche dans la société par la suite. Et la revanche peut se faire soit d'une façon narcisse grandiose ou soit d'une façon narcissisme pervers. Et à ce moment-là, contrairement à ce que Charles vient de dire, moi je pense qu'il y a une conscience que l'on va trop loin. C'est-à-dire les pervers savent qu'ils vont trop loin, mais il y a une jouissance à passer la limite. Et il y a une jouissance à passer la limite qui est telle qu'ils savent très bien
à quel moment ça va tellement loin qu'ils vont avoir des ennuis. Et en général, ils savent s'adapter. Donc, je crois qu'il y a cette conscience. Alors, ils ont conscience que c'est pas normal, mais donc il y a une jouissance à transgresser et en même temps, il y a quelque chose de plus qui est une sorte de compulsion. Je ne peux pas m'en empêcher, mais je vais le démolir ou la démolir. Et donc ça, on peut les arrêter parce que finalement, ce qui arrête, c'est la loi. Ce qui arrête, c'est de résister. Et au fond, un pervers, quand il est démasqué comme tel, au fond, soit il y a une recrudescence de la violence, soit il va chercher quelqu'un d'autre. On va en reparler. Pour avancer, je voudrais juste qu'on revoie le témoignage de Nicole et on y réagit juste après. Ce qui est intéressant, c'est de voir le mécanisme chez l'autre, mais c'est de voir son mécanisme à soi. Et donc savoir vraiment pourquoi on l'a fait. Donc à partir de là, quand on se guérit, et le chemin est très long, parce qu'on ne se guérit pas de cette histoire-là, on se guérit de toute une vie. Parce que si on a réussi à rentrer dans cette histoire-là, c'est toute une vie derrière qui fait qu'on va rentrer dans cette histoire-là. Je prends ma part de responsabilité d'avoir vécu cette histoire aussi. Parce que j'avais une faille, celle de ne pas savoir aimer, et de ne pas savoir être aimé, et de ne pas me respecter. Et l'abandon. Donc ça fait quand même 3 choses. Voilà. Charles, est-ce que vous demandez pourquoi votre compagne vous avez choisi comme proie? Vous aviez des failles, des fragilités? Non, parce qu'à l'époque, en fait, j'étais bien dans ma peau, j'avais un commerce, je m'occupais, en fait, j'étais dans le milieu du mobilier, je faisais du design, je designais des meubles, je les faisais fabriquer en Asie, donc j'avais une bonne situation, je gagnais bien ma vie. Je n'ai vraiment pas vu venir, en fait. Voilà, on tombe sous le charme et puis On voit pas. Et on voit pas. On peut tous être victimes d'un pervers narcissique ou pas finalement? Oui, on peut tous être victimes, mais c'est vraiment un problème de limite. Oui. Je crois que... Et donc on ne peut pas tous l'être. Si on est capable, certains sont capables de mettre des limites et pas les autres. On n'a pas tous les mêmes limites, mais on peut tous être victimes si on tombe face à quelqu'un d'extrêmement destructeur. Par contre, face à quelqu'un qui l'est moyennement, certaines personnes arriveront assez vite à dire « Attends, ça je ne peux pas l'accepter, ça c'est pas normal ». Et toute la difficulté, c'est qu'on est dans une société dans un monde sans limite, et que c'est à notre époque encore plus difficile de se défendre face à ça. Oui. Oui, je crois que derrière, finalement, la relation qu'on a avec ce genre d'individu, eh bien, il y a le spectre d'un parent ou de quelqu'un qu'on a connu. C'est-à-dire, ça fait écho à un lien infantile que nous avons eu et déjà à une forme de dévalorisation que nous avons subie. Et donc là, il peut s'engouffrer, d'où la cécité psychologique. C'est-à-dire que quand on est avec ce genre de personnes en couple, il y a une forme d'aveuglement et aussi, on n'arrive pas à s'en sortir parce que il faut souligner qu'il y a de la honte, la culpabilité, mais aussi la honte. On n'ose pas en parler, on sait raisonner, mais il y a quelque chose qui résonne et on n'arrive pas à s'en sortir au niveau, je dirais, presque émotionnel. Il y a comme un lien de dépendance, voire même de codépendance avec cette personne. Vous dites que votre femme, effectivement, elle est revenue, mais je crois qu'il y avait une forme de codépendance des deux. Vous aviez besoin d'elle, elle avait besoin de vous. Alors, pas pour des bonnes raisons, mais il y avait un rapport de besoin. Alors, qu'est-ce qui a expliqué votre déclic, Charles? C'est finalement, c'est quand elle est passée de la violence psychologique à la violence physique? Exactement. Tout simplement, c'est monté crescendo. Hein, donc, en fait, vous ne voyez pas venir. C'est des petites insultes au quotidien, des mots vulgaires, des critiques pour tout et rien. Et puis, après ça commence à être des humiliations devant les enfants. Puis, c'est devant les amis. Puis c'est même avec ses beaux-parents, avec les parents. Les parents se mettent aussi à dire aussi des insultes après. Et puis notamment le père, et puis mon beau-père. Ça a été les coups, hein. Vous avez eu une commotion cérébrale. Oui, exactement. Donc un jour, tout simplement, on a été boire un verre avec des amis. Tout se passait bien. On rentre
pour aller à la maison. Je suis sur le périphérique et donc je suis à 120 km/h. Et à un certain moment, je dis il faut que je t'annonce une nouvelle. Bientôt, je devrais certainement partir pour régler une succession dans un autre pays. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec ta mère, tu vas partir. Et elle m'a envoyé une dizaine de coups de poing en pleine figure sur l'autoroute à 120 km/h. J'ai su sortir. Il y a eu un coup qui, lui, je ne sais pas si c'était le 3e, le 5e ou le 10e, mais qui m'a complètement sonné. Et puis, je suis rentré à la maison. Je suis arrivé à rentrer à la maison. C'était près de la sortie. Et je me suis mis dans le canapé. Le lendemain, j'ai été travailler. C'est pas excusé le matin, rien du tout. Je me retrouve au boulot, j'arrivais pas à voir mon ordinateur. Là, c'est vos collègues qui vous ont quand même... je sentais qu'il se passait quelque chose. J'ai été aux urgences ce soir et j'avais une commotion cérébrale. C'est ça qui a été le déclic quand même. Le déclic, parce que là, en venir au coup, je trouvais que c'était trop. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, qu'est-ce que doit faire une victime, que doit faire comme travail sur elle-même une victime pour pouvoir s'en sortir? Une personne qui est victime a du mal à se dire victime. Et je suis contente que ce soit un homme qui soit témoin ce soir, parce que je pense que les hommes ont encore plus de mal à se dire victime et à essayer de se défendre. Parce qu'au fond, toute la difficulté, c'est que ce genre d'agresseur vous culpabilise, vous rend responsable de ce qui se passe. Si je suis comme ça, c'est parce que tu m'as énervé, c'est parce que tu t'occupes pas de moi, parce que il n'y a pas assez d'argent, ou parce que ceci ou cela. Et à partir de là, la personne qui veut partir a besoin d'un déclic. Alors là, ça a été la violence physique. Souvent, c'est quand ça se passe devant les enfants. Ou d'autres fois, c'est quand quelqu'un d'autre extérieur dit « Non mais attends, tu as vu comment il te traite ? Ou tu as vu comment ça se passe ?» Alors ça, c'est souvent aggravé par le fait que dans le processus de violence psychologique, il y a souvent de l'isolement et du contrôle. Ça veut dire que la personne qui voudrait partir, la personne qui est victime et qui voudrait partir, est quelquefois piégée parce qu'elle n'a pas accès à la carte bleue. Pour beaucoup de femmes, je vois ça, même des femmes qui gagnent très bien leur vie. Ou bien la personne a été coupée de sa famille, de ses amis, donc n'a pas de renfort et ne sait pas comment elle va faire. Et puis, il faut avoir en tête que le processus s'échelonnant sur plusieurs années, et on l'a vu dans le reportage, la plupart des personnes ont vécu cela pendant plus 2 ans ou même 10 ans ou plus, elles ont perdu, toutes ces personnes, confiance en elles, et au fond ne se sentent plus capables de vivre sans l'autre. Et d'ailleurs, en général, c'est « sans moi, tu n'y arriveras pas. Sans moi, tu n'es rien ». Il y a quelque chose après, on va passer à la loi. Il y a une induction très forte, effectivement. Là, je crois qu'il y a aussi un autre élément qui est très très important. Pourquoi ne peuvent-elles pas partir? Tout simplement parce qu'elles sont hypersensibles et souvent très maternantes. Or, comme le pervers est très immature, elles ont l'impression de ne pas pouvoir quitter un enfant. Elles sentent confusément qu'elles n'arrivent pas à le sauver. Et pour un homme, si c'est difficile, parce que l'homme se doit d'être protecteur, or, il doit effectivement se défaire d'une femme qui n'arrive pas à protéger et qui n'arrive pas à sauver. Et bien souvent, quand on a évoqué des liens infantiles qu'on a déjà connus, c'est parce qu'on a été des enfants où les personnes ont été des enfants parentalisés et n'ont pas pu sauver les parents de la dépression ou d'un autre problème. Il y a en plus, excusez-moi, mais il y a en plus ce qui est initié par l'auteur, c'est-à-dire qu'il y a des croyances qui sont vraiment... qui ont pénétré le cerveau de la victime et qui font que beaucoup de femmes arrivent chez nous en nous disant « mais je n'ai pas de droit ». Et quand on leur explique « mais si, vous avez des droits comme tout un chacun », là elles tombent des nues parce qu'elles sont convaincues que ce qu'il a dit, c'est vrai, et qu'elles n'ont pas de droit, et qu'elles n'ont même pas de droit à la carte bleue, en l'occurrence. Alors il y a la loi, on disait, les violences psychologiques dans la famille sont aujourd'hui reconnues comme un délit. C'est la loi de juillet 2010, comme les violences physiques. Et la loi crée le délit de violence psychologique au sein du couple. Est-ce que c'est
pour vous, est-ce que vous estimez que c'est suffisant? Alors, est-ce que moi, c'est efficace je et suis suffisant? déjà heureuse qu'il y ait une loi. Et qu'il y ait deux lois, d'ailleurs deux délits, le délit de violence psychologique et le délit de harcèlement. Maintenant, on peut regretter effectivement le problème de l'application de ces lois. Alors, le délit de harcèlement, il arrive à être appliqué assez régulièrement parce que c'est beaucoup plus concret et c'est beaucoup plus factuel, alors que le délit de violence psychologique, on est sur quelque chose qui n'est pas justiciable. Nous, on va compliqué, pouvoir... c'est pas un bleu, c'est pas une fracture, c'est pas- Exactement. Mais les femmes nous disent, moi je préférais avoir un bleu, parce que comme ça au moins je pourrais avoir quelque chose de concret à présenter à la justice. On a mené une consultation avec un avocat sur ces deux délits pour voir pourquoi on n'arrivait pas à les appliquer. Et on s'est rendu compte qu'on avait véritablement besoin du soutien de l'expert en traumatologie qui va mettre en évidence que les femmes ou les hommes victimes sont traumatisés, qu'il y a vraiment des séquelles de ce qui s'est passé au sein du couple. Mais les séquelles, c'est quand même malgré tout, à terme, le problème, c'est effectivement un peu dans la situation que ces victimes vivent au quotidien, c'est compliqué à repérer. Pour moi, c'est très difficile pour une femme, alors encore plus pour un homme, de franchir la porte d'un commissariat sans avoir un bras cassé ou une jambe Et puis, cassée. est-ce qu'ils sont formés à repérer ensuite? Oui, dans les commissariats, ils sont beaucoup plus formés, mais on ne sait pas quand même. Je vois passer des cas où l'accueillant, le policier ou la policière, va mettre en doute la parole de la victime. Il faut dire que les victimes, c'est pas facile. Parce qu'une victime, ça se plaint. Une victime, surtout si elle est à un stade de stress post-traumatique, va être dans la confusion. Elle va pas donner un discours clair qui va être convaincant. Alors que l'agresseur, s'il est entendu, va être absolument séducteur, séduisant et va donner une version crédible. Alors, c'est vrai que les personnes peuvent aller aux urgences médico-judiciaires pour faire expertiser leur état, mais c'est quand même compliqué parce que dans beaucoup de situations, on voit des accusations croisées maintenant. Oui. Accusations croisées et en particulier, il y a un cas, le cas j'ai oublié son prénom, Nicole, qui a un enfant, celle qui a un enfant, qui raconte très bien que la difficulté à ce moment-là se trouve au niveau de la garde des enfants. Et là, on voit énormément d'accusations. C'est aussi pour ça que les juges se méfient, parce que maintenant, on se traite mutuellement de pervers narcissiques, qui est le plus pervers des deux. Et ça, c'est très, très difficile. Ça fait, Charles, maintenant 6 mois que vous êtes totalement séparés de votre compagne. Tout à fait, d'accord. D'abord, comment ça se passe et la garde de vos enfants, ça se passe comment? Alors, je vais quand même être honnête là-dessus, c'est que les premiers mois, je n'avais pas spécialement j'avais pas envie de prendre mes enfants. J'étais en période de reconstruction. Vous reconstruire? Et donc, je suis retourné chez ma mère. Et donc, parce que ma mère m'a dit, écoute, si tu retournes cette fois-ci, tu vas terminer entre 4 planches. Donc, elle m'a hébergé. Et donc, je me suis un peu requinqué chez elle, reconstruit. Et j'ai recommencé à prendre mes enfants seulement quand j'ai eu mon appartement il y a 1 mois. Et aujourd'hui, vous allez bien? Vous vous sentez plus fort? Je me sens plus fort, je me sens sorti de cette histoire, de cet enfer. Mais d'un autre côté, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de cicatrices à soigner. Et puis les enfants, ça reste quand même aussi un lien et une accroche. Exactement. Pour un maintenant, auteur. elle manipule par exemple le plus petit maintenant. Voilà. Et donc, quand ils viennent chez moi, ils racontent et je les vois qu'ils sont en souffrance. Oui. Le pervers dit toujours que la victime, c'est le mauvais objet. Et les enfants sont le bras armé pour déstabiliser et pour continuer l'entreprise de destruction. Exact. Donc là, mais j'ai envie de vous poser une question, pardon Marina. Allez-y, je vous en prie, C'est je vais m'en quand on aller. a évoqué finalement les failles de l'enfance, on avait sans doute connu dans l'enfance un lien similaire et vous avez dit oui, ça vous a fait écho à quelque chose ?
À quel niveau Tout à l'heure, quand on a évoqué que finalement la rencontre avec la perversion narcissique n'était pas le fruit du hasard, et que finalement ça évoquait que derrière la perverse ou le pervers, il y avait le spectre d'une personne qui avait été un petit peu violente avec vous psychologiquement, vous avez dit ah oui. Oui. D'accord. Donc Tout à fait. ça fait écho, d'accord. Ouais, ça fait écho. Juste en une minute pour finir, on peut guérir les pervers narcissiques s'ils le demandent? Bonne question. Est-ce qu'il le demande J'ai bien précisé, s'ils le Non, demandent. quand ils viennent nous voir, j'en reçois de temps en temps. Quand ils viennent, c'est parce qu'ils veulent quelque chose en plus. Et puis, il y a une sorte de bras de fer. D'accord. Je faisais tout à l'heure la distinction entre des personnes qui peuvent avoir des défenses perverses narcissiques et des personnes qui sont structurellement perverses narcissiques. Ceux qui ont des défenses perverses narcissiques peuvent bouger. Et ils peuvent bouger si un événement de vie les amène à les dérange. Et en particulier, un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils ne se dépriment pas. Mais au lieu de faire un état dépressif, ce qui serait une occasion de se remettre en question, ils sont en rage et ils deviennent violents. Donc, ceux qui sont structurellement pervers narcissiques, malheureusement, mais je ne suis pas d'accord avec les statistiques qui ont été données tout à l'heure. Je crois que c'est très peu. C'est très Et il y a beaucoup plus d'accusations de pervers narcissiques qu'il y a de vrais pervers narcissiques. Alors, moi, par exemple... On s'arrête. Ouais. Franchement, on a déjà dépassé, je suis désolée. Non. Mais on s'arrête sur cette note quand même un tout petit peu optimiste, c'est qu'il n'y en a pas autant que ça. Voilà. Merci en tout cas beaucoup d'être venus témoigner. Merci pour toutes les victimes. Merci à tous les trois d'être venus. Je rappelle vos livres, Marie-France Irigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, donc c'est aux éditions La Découverte. Yvonne Poncet-Bonissol, Pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille, aux éditions d'Angle. Et Chantal Paoli-Texier, je rappelle donc le nom de l'association Agissez pour la défense des droits des familles de violence morale familiale. Vous pourrez évidemment revoir le documentaire Les pervers narcissiques, une violence invisible, ainsi que le débat sur le site France TV. Passez une excellente fin de soirée sur France 5. Bonsoir.